Expatrié. Nom, adjectif. Vient du grec exo et patrida. Se dit d'un individu qui réside dans un autre pays que le sien. Là, dernièrement, on a eu la rivière atmosphérique ici avec les inondations, on a eu le dôme de chaleur avec les 50 degrés. Le réchauffement climatique, c'est une réalité. Moi, je me dis que peut-être, est-ce que c'est la bonne solution que de se dire qu'on peut sauter dans un avion et aller à l'autre bout du monde comme ça ? Est-ce que c'est pas contre-productif que de se dire que je vis dans un bel environnement comme ça et qu'en final, je suis juste je contribue juste à le faire, à faire qu'il se détériore. Ce qui est sûr, c'est qu'avec mes enfants ici, on apprend beaucoup sur la nature, on apprend beaucoup à vivre avec la nature. Quand je peux pas aller au travail parce que la nature, elle prend ses droits. On vit avec la nature, quoi. Donc peut-être qu'on se posera d'autres questions, je sais pas encore. On est constamment en réflexion. Salut et bienvenue dans French Expat, le podcast de celles et ceux qui sont partis vivre à l'étranger. Aujourd'hui, on met le cap sur les îles et plus précisément sur Pearse Island, une petite île de 130 habitants à environ 1h30 de Vancouver dans l'océan Pacifique. Ce joli voyage dans le temps et au bord de l'eau, on le fait en compagnie de Julien Bahin, un champion olympique d'aviron qui a grandi et concouru en France et qui en 2014 a pris la décision de rejoindre le pays d'origine de sa maman, le Canada. Vous l'avez entendu il y a quelques secondes, avec Julien on discute d'un sujet qu'on n'a jamais vraiment trop abordé en 150 épisodes de French Expat, l'impact écologique de notre choix d'expatriation. Et honnêtement c'est passionnant. Mais ce n'est pas tout. Lui-même enfant, issu d'une famille multiculturelle, Julien nous parle de sa famille et de la fameuse troisième culture, celle de ses enfants de couples mixtes expatriés dans un troisième pays. Cet épisode est un petit peu particulier parce qu'en fait j'ai proposé à un autre podcasteur de réaliser une interview croisée. Le copain podcasteur en question, c'est Bart, le créateur et hôte du podcast Extraterrien. Extraterrien, c'est un podcast qui a à peu près autant d'épisodes que French Expat et qui tend son micro à des sportives et sportifs de haut niveau et de tout horizon chaque semaine. Avec Bart, on s'est dit qu'il serait en fait intéressant pour vous, auditeurs et auditrices, de faire parler Julien de sa carrière sportive, plus en détail dans Extraterrien, et de sa vie au Canada dans French Expat. Bon, comme Julien est un humain, il lui est en fait difficile de dissocier complètement ces deux aspects de sa vie, donc forcément ça se croise un peu, mais il n'empêche que pour en savoir encore plus sur sa vie d'Olympien, je vous invite à écouter Extraterrien cette semaine. Allez hop, ceinture, et direction Pearse Island dans l'océan Pacifique. Juste le bruit des vagues d'un dimanche après-midi avec mon livre sur ma plage. Pas désagréable. Je suis Julien Bahin, je vous appelle depuis le Canada, Vancouver, à côté de Vancouver, entre Vancouver et Victoria, sur une petite île qui s'appelle Pearse Island. Dans le Pacifique. En fait, Vancouver est sur le continent et il y a une grande île qui s'appelle l'île de Vancouver, qui en fait est en face de Vancouver, Seattle, Vancouver. Et sur cette île-là, c'est seulement accessible par ferry. Et moi, j'habite sur une de ces petites îles entre Vancouver et l'île de Vancouver. Du coup, il faut 5 minutes en bateau moteur pour traverser jusqu'à l'île de Vancouver. Donc je suis à côté. Par contre, c'est 1h30 jusqu'à Vancouver. Isolé, mais en 10 minutes, je suis dans un magasin, quoi. La première fois que j'ai rencontré Julien, on était étudiants dans la même école, l'UTC, une école d'ingénieurs à Compiègne, au nord de Paris. À l'époque, en 2008, il venait de participer aux Jeux Olympiques de Pékin, en Chine, et de ramener la médaille de bronze. Et comment dire ? Disons que notre école était très, très, très fière de lui. Alors nous aussi étudiants, bien entendu. Je me souviens d'immenses posters de lui croquant sa médaille un peu partout sur le campus. Donc l'aviron, c'est son sport. Pourtant, en faisant quelques recherches sur son parcours, j'ai découvert qu'à la base, sa passion, c'était l'équitation. Un sport qui, a priori, n'a absolument rien à voir. Oui, c'est ça, l'équitation. Donc, rien à voir, mais tu sais, en même temps, beaucoup de relations
à un élément ou à quelque chose d'autre qui n'est pas dans ton contrôle. Et tu vois, j'aime souvent à dire que t'es quand même sur un bateau qui bouge beaucoup quand tu fais de l'aviron. T'es obligé de dompter des éléments, dompter un animal. Et alors c'est peut-être tiré par les cheveux, mais je pense qu'il y a quand même énormément de patience à avoir quand tu fais de l'équitation, de relation à quelque chose d'autre, à quelqu'un d'autre, qui est un animal dans un cas, et dans l'autre cas, c'est tu gères les éléments, tu gères quelque chose que tu contrôles pas et que tu dois alors dompter. Certains doivent dire dompter, d'autres disent, moi j'aime bien dire juste s'adapter finalement à l'autre ou à l'élément. Donc moi je sais pas si c'était un avantage, mais c'est vrai que c'est bien différent. Il y en a un qui est l'athlète et l'autre qui ne l'est pas. Je pense que tu fais de l'équitation, je sais que les cavaliers diront c'est pas vrai. Bon, je pense quand même que pour avoir fait les deux, il y en a quand même un qui est beaucoup plus physique que l'autre. Mais non, je pense qu'il y a quand même des parallèles qui peuvent se créer. Et comme Julien est un homme de contradiction, sachez que mes recherches m'ont également amené à découvrir que Julien n'aime pas l'eau, mais alors pas du tout. Pourtant, vous venez bien d'entendre comme moi qu'il est champion olympique d'aviron et accessoirement qu'il vit sur une île au bord de l'océan Pacifique. Alors, quelle est sa relation avec cet élément, l'eau ? Ma relation à l'eau, c'est j'essaie de pas être dedans, voilà. Ça peut paraître surprenant que ma relation à l'eau soit celle de quelqu'un qui aime bien être peut-être au-dessus mais pas dedans. J'ai commencé, comme on disait à l'instant, par l'équitation, et à l'âge de 13-14 ans, j'ai vraiment fait ma poussée de croissance, et je me suis retrouvé avec des problèmes de dos, scoliose notamment, et le docteur de l'époque m'a conseillé forcément de choisir un sport un sport porté, finalement, où je suis porté, mais qui me musclerait au niveau du gainage et compagnie. Et donc là, le choix, c'était natation ou aviron, à l'époque, dans ma ville. Et comme je disais, je suis plutôt... peur de l'eau. J'ai pas peur de le dire, un peu la phobie de l'eau. Pas à l'aise du tout dans l'eau. Et donc j'ai choisi aviron. Et voilà, peut-être à me battre contre les éléments, ou à ne pas tomber dans l'eau. Peut-être que ça m'a fait ramer plus vite, j'en sais rien. Mais au final, ça a été l'aviron, et puis me voilà quelques 20 ans plus tard, encore à ramer. Alors si ça, c'est pas de la résilience, franchement, je sais pas de quoi il s'agit. Julien finit ses études au début des années 2010, il participe au JO de Londres, et en 2013, le voilà qui s'attaque à un nouveau défi, et de taille. Julien décide de traverser l'océan Atlantique à la rame, rien que ça. Ce défi, il le réalise avec Patrick Favre, et ensemble, ils relient le Maroc aux Antilles. Souvent, ça commence comme ça, c'est par une rencontre, et la rencontre, c'est avec Patrick Favre juste après les Jeux de Pékin. On était tous les deux parrains d'une association qui luttait contre le diabète insipide. Donc j'invite tout le monde à se renseigner, parce que je ne connaissais pas du tout le diabète insipide avant de rencontrer Nathalie, d'ailleurs, dont les enfants, leur fille avait souffert du diabète insipide. Et donc on était parrains de l'association, et voilà, la rencontre, les récits d'un aventurier, de quelqu'un qui est un navigateur à l'origine, puis qui était rendu déjà à sa 4e traversée à la rame quand je l'ai rencontré. Si le nom de Patrick Favre ne vous dit rien, sachez que Patrick Favre, c'est un biathlète italien qui a fait le gros de sa carrière sportive dans les années 90. Aventurier avide de sensations fortes, il a gagné 3 médailles de championnat du monde pendant sa carrière et est aujourd'hui coach de l'équipe de biathlon français. C'est donc avec lui que Julien a traversé l'Atlantique. Puis on a gardé contact, et puis les Jeux de Londres sont arrivés. Les Jeux de Londres, ça a été la déception, ça a été dur à encaisser. Pour moi, il a fallu que je me lance un défi, il a fallu que je me remette en lien avec moi-même, je dirais, et que je me prouve peut-être quelque chose. Je ne sais pas si c'était la bonne façon de le faire. En tout cas, je suis rentré des Jeux de Londres et j'ai appelé Patrick et j'ai dit, écoute, j'ai besoin de prendre le large. Le déclencheur, ça a été essayer de me prouver que je pouvais performer finalement. Ce qui est complètement ça peut paraître complètement fou, mais pour ceux qui pas forcément sont familiers avec les Jeux Olympiques, mais bon, ça reste du haut niveau, ça reste quelque chose où on est à fond, on est à 200%, et puis quand ça marche pas, on est un peu c'est de la déception, c'est énormément de travail qui voilà, mais on peut le vivre, j'ai envie de te dire, c'est pas besoin d'aller aux Jeux Olympiques pour vivre ça, on peut le vivre dans son travail, on peut le vivre dans sa famille, on peut le vivre dans plein d'autres endroits et environnements. Et donc pour moi, ça a été le moyen de me prouver quelque chose. Alors j'ai pas trouvé, puis je sais pas si on a envie d'aller là-dedans, on pourrait passer des heures à parler de la traversée de l'Atlantique, mais et des jours, mais du coup j'y suis parti en me disant que j'allais me prouver que je pouvais battre le record du monde, que je pouvais avoir la médaille d'or que je n'avais pas eu à Londres.
Et finalement, moi, j'ai probablement trouvé autre chose. Certainement pas le record du monde et certainement pas la médaille d'or, puisque c'était pas le cas. Mais j'ai trouvé autre chose, la connaissance de moi, en tout cas, c'est sûr. À 26 ans, quand on se lance là-dedans, j'étais un des plus jeunes à l'époque à avoir traversé l'océan à la rame. Et voilà, on apprend beaucoup sur soi-même, ça c'est sûr. C'est le genre d'aventure quand même. Je vais pas dire qu'il faut énormément d'expérience, mais moi j'avais zéro expérience. Alors on parlait de la phobie de l'eau à l'instant, mais phobie de l'eau, l'environnement marin, alors océanique, j'ai envie de te dire encore moins. Je n'avais jamais mis, je sais pas si on peut dire les pieds sur l'eau, mais en tout cas je n'avais jamais mis un bateau sur l'océan. J'avais jamais fait de voile, j'ai jamais pris le large. Je veux dire, le plus loin que j'ai été, c'est dans des rouleaux au bord de la mer en Vendée, quoi. Enfin, je veux dire, c'était mon expérience de la mer, quoi. Je pense que j'ai donné beaucoup de soucis à mes parents, ça c'est sûr. Ma mère a vécu en apnée pendant 49 jours, je pense, la pauvre. Et voilà, bon, il y a des gens qui forcément n'ont pas forcément soit compris, ou m'ont dit que j'étais fou. Ça reste quelque chose de dangereux. Enfin, je sais pas si c'est marrant. Je lisais les nouvelles hier. Il y a eu un décès récemment sur la traversée. 75 ans. Il avait traversé en tonneau en 2019. C'est la personne qui avait traversé dans un tonneau. Mon nom m'échappe là à l'instant, mais oui, il est décédé. Ils l'ont retrouvé décédé dans son embarcation il y a 2 jours. Donc c'est pas anodin. C'est pas quelque chose qui est sans risque. La mer, ça reste la mer. On est dans une embarcation de 8 mètres de long. On a un petit bouchon sur l'océan et quand les éléments se déchaînent, voilà, c'est dangereux. Donc j'ai énormément pris sur moi pour aussi à cette époque-là pour tout simplement m'en remettre pleinement à Patrick. C'est-à-dire que c'est lui qui avait l'expérience, c'était lui le navigateur, c'est lui qui avait des décennies de connaissances de la mer. Et à l'époque, je pense qu'à 26 ans, moi qui pensais contrôler le monde, maîtriser les choses et toujours être à fond, voilà, prendre un peu la patience d'apprendre, la patience d'écouter l'autre. Je pense que j'ai énormément appris sur moi-même à cette époque-là. À son retour, Julien décide de quitter l'équipe de France et de mettre les voiles, sans mauvais jeu de mots, direction le Canada, dont il possède également la nationalité. En effet, la maman de Julien est canadienne et son papa français, ce qui lui confère cette double nationalité. Mais comment est arrivé ce projet de continuer sa carrière ou même tout juste sa vie outre-Atlantique ? Est-ce qu'en tant qu'enfant binational, c'est un désir ou même un rêve qu'il a entretenu depuis tout petit ? Je pense que ça prend ses racines dans mon enfance. J'ai grandi avec une mère canadienne qui a grandi et vécu au Canada. Donc je pense que inconsciemment il y a une certaine double culture qui s'est installée dans ma famille. Alors c'est marrant parce que je me pose la question aujourd'hui. Moi, ma femme est néerlandaise, on vit au Canada, donc j'ai envie de te dire presque qu'il y a 3 cultures dans la maison et tu crées quelque chose qui est assez unique. Je pense que pour tous alors on peut utiliser le mot expatrié, pour tous les gens qui ont une double culture ou triple culture comme ça. Le quotidien ne paraît pas forcément différent, mais je pense quand même qu'on apporte des choses à nos enfants, on apporte des choses qui sont qu'on amène de notre enfance, de notre quotidien d'avant, et je pense que j'ai grandi avec une certaine connaissance du Canada sans m'en rendre compte, une certaine culture qui était différente. C'est marrant parce que quand j'y repense, je me dis est-ce que j'étais différent des autres ? Je pense pas, mais il y a certaines choses où j'avais une autre ouverture d'esprit ou une façon différente d'approcher certains problèmes. Voilà, pas peur de prendre des risques. Déjà, la première chose, c'est peut-être l'anglais, tout simplement, d'avoir la capacité de pouvoir parler un peu l'anglais, ça aide beaucoup. Je pense l'ouverture d'esprit sur l'autre, de connaître autre chose que son propre pays, sa propre culture, de pas tout mettre dans des boîtes finalement, la France aux Français ou les choses comme ça. Voilà, non, il y a un monde ailleurs et il y a une autre culture. Donc je pense que j'ai grandi avec ça et ma mère est très fière du Canada. Elle a toujours nous a toujours exposé à ce que c'est là-bas ou ce que c'est ici, j'ai envie de te dire aujourd'hui. Donc je pense que j'ai grandi avec ça et pour moi je vais pas dire que j'avais en tête de forcément partir, mais il y a toujours eu une partie de moi qui me s'est dit un jour j'irai voir par moi-même, quoi, me rendre compte de mon autre partie, de ce que peut-être inconsciemment j'ai en moi dont je me rends pas compte, quoi. C'est probablement quelque chose de philosophique, mais je sais pas si c'est pour aujourd'hui comme discussion, mais tu te rends compte toujours que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Quand il y est, c'est différent, c'est pas forcément tout vert. T'es chez toi sans être chez toi, voilà. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'en France, des fois, je me disais, je suis pas forcément. Est-ce que je suis 100% français ? Je sais pas. Je me sentais différent de certaines choses. Et puis j'arrive ici et puis je suis le français au Canada, quoi. Donc c'est un peu la culture comme ça, c'est toujours intéressant. Mais au final, c'est ce que j'avais envie de venir ici. Oui, j'avais envie de tester par moi-même. Voilà, envie de tester par moi-même cette autre culture.
Et alors, pour un athlète de haut niveau, comment ça se passe quand on a la double nationalité ? Est-ce que ça veut dire que l'on doit choisir, ou que l'on peut choisir, l'équipe nationale que l'on souhaite intégrer ? Et est-ce qu'on peut en changer, ou est-ce qu'on s'y engage à vie ? Ouais, non, il y a des règles. Alors, chaque fédération internationale a ses propres règles, notamment pour éviter les transferts dans tous les sens et donner des passeports à n'importe qui, n'importe comment. Mais il y a des règles. Moi, ce qui s'est passé, c'est qu'en ayant pris à l'époque, en 2013, cette traversée de l'Atlantique, un an où je n'ai pas concouru de façon internationale, ça a ouvert mes droits en fait à un changement de pays. Ce que j'ai envie de dire aussi ici, c'est qu'à ce moment-là, oui, j'avais envie. Finalement, l'opportunité était là. J'ai recommencé en 2014 quand j'ai décidé de reprendre les rames et de continuer. J'ai d'abord repris avec l'équipe de France. C'était pas immédiatement que je me suis dit, c'est ouvert, l'opportunité est là, je pars. Parce que à l'époque, déjà on venait d'avoir les Jeux à Paris. Ça, c'était une première chose. Je sais que c'était loin, mais je me disais déjà il y a ça. Il y avait des projets qui se lançaient avec l'équipe de France, notamment le 8. On avait les championnats du monde en 2015 en France avec Belette à côté de Chambéry. Enfin, il y avait plein de choses qui me disaient je peux faire plein de choses dans mon pays, et il y a des projets intéressants, et c'est pas que j'avais forcément envie de partir de suite. Et puis bon voilà, il y a des choses qui se sont passées, des portes qui se sont fermées, et bon voilà, je suis du genre je me suis dit, je peux traverser l'Atlantique en 6 mois et pacter mes bagages. Je pense que je peux prendre un avion, aller de l'autre côté et vivre autre chose pendant 2 ans. Donc je l'ai fait, voilà, l'opportunité était là. L'opportunité, c'est déjà de pouvoir partir au Canada. C'est-à-dire que j'avais pas concouru de façon internationale depuis 12 mois, en gros 1 an. Donc si je courais sous les couleurs de la France à une compétition internationale en 2014, ça refermait mes droits pour quasiment, ça aurait été impossible de le faire. Donc ça déjà c'était l'opportunité. Après le déclencheur, ça a été pour moi le fait de pas pouvoir courir dans le 8 masculin à ce moment-là pour des raisons qui étaient internes à l'équipe de France, de certaines animosités ou de choses qui se sont dites dans le passé, voilà, et puis qui traînaient encore derrière. Moi j'avais envie de ranger tout ça au placard et de me lancer dans le projet du 8. Ça s'est pas fait, et puis plutôt que de ruminer dans mon coin et de pas être content, je me suis dit écoute, c'est l'opportunité, le moment ou jamais. Donc voilà, donc on est en 2014 et j'ai décidé en mai 2014 de pacter mes affaires et de partir. Le point de chute, c'est, alors moi de l'origine, ma famille est plutôt famille maternelle est au Québec. Le centre national d'entraînement pour l'aviron, il est à Victoria, sur l'île de Vancouver, donc à côté là où je travaille aujourd'hui. Et donc je me suis tout simplement mis dans un avion, atterri à Victoria pour la première fois. J'avais jamais mis les pieds ici, et donc je me suis retrouvé là. Donc c'est tout simplement, c'est vrai que tu disais que le Canada c'est immense. C'est une des parties du Canada qui ne gèle pas l'hiver, où on peut s'entraîner toute l'année en termes d'aviron. Donc c'est pour ça que le centre national d'entraînement est ici. Et voilà, à l'origine, on est en 2014. Le projet c'est 2 ans, il reste 2014, 15 et puis donc 16 les Jeux de Rio, et je ne savais pas si j'allais aller continuer pour un autre cycle, donc j'étais plutôt dans une démarche à 2 ans, et en me disant on verra où ça nous mène, et puis voilà. Et spoiler alerte, ça fait clairement plus de 2 ans que Julien vit sur la côte ouest canadienne, puisqu'il nous en parle encore aujourd'hui, en 2022. Alors comment se sont passées ces premières années, ces premiers moments finalement dans le pays de sa maman ? There we go, that's the sound of going to work in the morning. Oh, coming back in the afternoon, depends. There we go, that's the motorboat. Ce que j'aime à dire, c'est, encore une fois on parle de culture là, c'est marrant comme on peut avoir un même sport où les règles sont identiques, c'est-à-dire en aviron c'est de parcourir 2000 mètres le plus rapidement possible, et de voir comment est-ce qu'on peut aborder le même sport complètement différemment en fait. En termes de... non, mais c'est là qu'on se rend compte de la différence de culture et d'approche que des nations peuvent avoir. Et ça se retranscrit aussi, pour ceux qui connaissent l'aviron, et je pense que pour n'importe quel sport, ça se voit dans la façon dont les gens ont dramé, la technique. Ça se retranscrit. Les Italiens rament pas de la même façon que les Français, qui rament pas de la même façon que les Américains ou les Canadiens. Et en arrivant ici, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas du tout la même approche. Et donc, pour te donner quelques exemples, je pense que la culture nord-américaine est vraiment une culture du chiffre. Voilà, je veux dire, une culture du chiffre.
où en tant qu'athlète, on est voilà, c'est des watts, c'est la puissance développée, et puis on se souciera un peu après comment ça a l'air. C'est pas beau ou c'est beau ou pas, voilà. Les Français sont, j'aime toujours à dire, on aime bien s'occuper du petit doigt sur la rame. C'est un peu la beauté du geste. On s'occupe de comment ça a l'air, presque de la poésie entre guillemets de comment on rame, et puis on se souciera de si t'es fort après. Alors je le simplifie à son extrême minimum ici, mais bien entendu il faut les deux pour que un bateau avance vite. Mais c'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire au Canada, je suis arrivé ici, les chiffres, la partie physiologique, les watts développés, la quantité d'entraînement, les heures d'entraînement, enfin voilà, c'était vraiment l'objectif. Et puis après, on voit si les gens rament bien ensemble. En France, c'est fais avancer le bateau, fais bouger le bateau, on s'occupe de ta technique. Et puis, de façon intrinsèque, forcément, il y a les heures qui sont développées et les watts qui sont développés, mais l'approche est complètement diamétralement opposée, en fait. Assez intéressant. Choc des cultures et puis choc du corps, c'est-à-dire que voilà, moi j'ai commencé l'aviron en 99, ça faisait 15 ans que je faisais la même chose avec le même process. Finalement t'es dans un moule et puis tu changes de moule et puis le moule c'est pas exactement les mêmes formes, voilà. Et très vite moi mon corps a pas réussi à suivre, quoi, et je me suis retrouvé blessé assez rapidement, blessé de façon assez grave, donc une hernie discale, c'est ça? Une hernie discale l'hernie discale, elle était probablement là, mais la hernie discale, elle a surtout explosé dans le dos, donc je me suis retrouvé handicapé pendant, voilà, j'ai perdu ma jambe droite, j'ai perdu en fait le disque a explosé dans le dos, donc ça a été chirurgie en urgence à Vancouver, et initialement le pronostic c'était que je ne ramerais jamais, et puis gentiment. À force de vouloir me remettre sur le pied et me battre, voilà, j'ai quand même réussi à aller jusqu'au jeu de Rio. Et puis après, je pense que mon corps, je me suis dit, j'étais passé proche de la catastrophe et qu'il était peut-être temps de ranger les rames. Donc voilà, donc effectivement, une approche différente, et on se rend compte que la balance entre le corps et l'esprit, c'est-à-dire qu'on peut voir les choses d'une façon, et puis on le change un peu, et dès qu'on change un petit paramètre ou deux paramètres, la balance, l'équilibre n'est plus là, quoi. Malgré cet accident, cette décision de ranger les rames et les conséquences qui n'ont pas été moindres dans la vie de Julien, il nous parle toujours du Canada. Oui, j'étais parti pour 2 ans, et puis moi en 2016, on a eu notre premier enfant, juste avant les Jeux de Rio. Quand moi je prends la décision de partir au Canada en 2014, elle était avec moi, et donc on en a parlé, et puis on s'est dit allez, on y va, on se donne 2 ans, on va là-bas, on vit cette aventure-là. Et puis on est, je pense que tous les deux on est tombé amoureux de l'endroit ici, hein. C'est un fabuleux endroit où vivre. Enfin, c'est la qualité de vie est assez incroyable. Les opportunités étaient présentes, et donc on s'est posé la question de savoir est-ce qu'on vit ici, est-ce qu'on se lance, voilà, on prolonge l'aventure, et c'est la maison qui nous a fait rester. Et je le dis, alors, ça paraît un peu très matérialiste de dire ça, mais finalement la maison, elle se trouve dans un environnement qui est tellement unique où faire grandir notre famille, où vivre au quotidien. Cette maison dont Julien nous parle a une histoire toute particulière, une histoire qui le précède, et une histoire à laquelle lui et sa famille ont contribué. On a enregistré cet épisode par visioconférence, donc en vidéo. Je l'ai vu donc dans cette maison, et le fond derrière lui, pendant l'enregistrement, rappelle vraiment finalement presque les clichés qu'on aurait d'une cabane au Canada. Une maison en rondin de bois magnifique, mais le mieux, c'est que je le laisse vous raconter. Je suis sur une île qui s'appelle Pierce Island. Pierce Island, c'est une petite île à 5 minutes de la côte de l'île de Vancouver, où la capitale de la Colombie-Britannique est, donc Victoria. Cette petite île, il y a une route qui fait le tour, elle fait 3 km 200 pour être précis. C'est un chemin de terre, voilà, sur laquelle, un chemin de terre, genre de gravier et de terre. Et sur cette île, tout le monde, ceux qui ont une maison, il y a 130 habitations qui font le tour, en fait. Donc il y a 130 parcelles qui font face à l'océan. Nous, on fait face à l'est, donc on a le lever de soleil le matin. On a notre propre dock avec notre bateau, donc c'est notre garage, c'est notre bateau devant. Et cette maison, c'est une maison de rondins, donc c'est des vrais rondins, des vrais arbres. Empilés les uns sur les autres. La maison, on appelle ça en anglais A-frame, hein, c'est la forme d'un A.
Et l'histoire de cette maison, et moi c'est ça qui me plaît particulièrement, c'est que la personne d'avant a acheté cette maison, la parcelle avec son épouse, et ils avaient une propriété sur l'île de Vancouver où ils ont coupé les arbres pour pouvoir construire cette maison. C'était leur rêve de retraite, et à la retraite, ils ont enfin pris leur retraite, mis la fondation, commencé à mettre les arbres, et la femme est décédée en fait. Donc le rêve de leur maison en rondin sur leur île, c'est un peu, pour lui en tout cas, c'est évanoui. La maison est restée avec la fondation et les arbres empilés pendant apparemment 10 ans, avant qu'il revienne à l'âge de 70 ans et décide de construire la maison la façon dont sa femme l'aurait voulu. C'est vraiment là que commence un peu une histoire d'amour en fait, parce que tout l'effort, tout le détail, c'est construit avec énormément c'est très méticuleux la façon dont ça a été construit. On voit tous les signes d'amour qu'il y a dedans, entre le nom de sa femme gravé sous l'escalier, jusqu'aux détails de finition qui ont été faits. Enfin, les voisins nous raconteront qu'ils venaient et leur demandaient: est-ce que tu penses que Betty aurait aimé ça? Est-ce qu'elle aurait aimé ce genre de... Voilà, et les voisins disaient: oui, je pense qu'elle aurait aimé ça. Et donc ça fait partie de la maison. Et quand on a visité la maison, le prix n'était pas forcément là où on pouvait se le permettre. Et il avait en tête que ça valait beaucoup plus, en fait. Parce qu'il y avait une énorme part sentimentale. Exactement. Et en fait, on l'a visité juste en se disant: écoute, on va voir, et puis on fera une offre, et puis on verra bien. Et on l'a visité, j'ai appris un peu plus sur la maison, et on était là avec notre fille de 6 mois à l'époque. Et puis on s'est dit: écoute, oui, on se voit ici. Moi, je voyais le potentiel de la maison, parce qu'il faut savoir qu'il y a aussi un sous-sol qui n'était pas fini à l'époque. Énormément de potentiel. Il y a 2000 mètres carrés de terrain qui font face à l'océan avec une rampe. Il y a une rampe qui nous donne accès à l'eau, qui, pour nous qui faisons de l'aviron, c'est tout simplement de l'or en barre. Et puis on lui a écrit une lettre en fait. On s'est dit voilà, nous on est une jeune famille, on n'a pas les moyens de s'offrir ce que vous demandez. Par contre, ça c'est notre prix. Et il avait 97 ans à l'époque, 96 ans à l'époque. Il y avait tout dedans. C'est-à-dire qu'il y avait 35 ans de travaux, de meubles, de poubelles, enfin tout était resté là parce qu'en fait c'était un chantier qui était à moitié fini. Et on s'est dit nous voilà, ça c'est notre offre, on était là avec nos 3 bagages et on veut voilà, on l'achètera dans l'état. Par contre, on est là pour se lancer dans cette aventure là et finir ce que vous avez commencé, et on peut voir l'histoire d'amour qu'il y a derrière, et nous on veut on veut grandir ici, habiter ici à plein temps quoi. Et en fait il a accepté notre offre comme ça quoi. Et il a tout laissé dedans. Les voisins voulaient, parce qu'il y avait tous les outils pour travailler le bois. Enfin, il y avait tout dedans, quoi. Et en fait, il a dit à tous les gens qui voulaient absolument acheter, par exemple, la table la table pour scier ou les outils pour travailler le bois, il leur a dit non, c'est pour les gens qui achètent parce qu'ils vont finir la maison. Et depuis, voilà, ma femme et moi, on passe énormément de temps. S'il y a une chose que le Covid nous a amené, c'est de travailler à la maison et de pouvoir, voilà, une journée de 8 heures, on peut en commencer une autre après et continuer sur la maison. On avait fait énormément de travaux par nous-mêmes. Moi, j'ai appris à travailler le bois. J'ai appris, voilà, et je fais des meubles maintenant. J'ai tous les outils pour faire ça. Et on rend cette maison. On finit finalement cette histoire en finissant la maison. Et je pense que les gens nous disent, voilà, Wilfried aurait été fier. Voilà. Donc de voir les enfants qui grandissent, les cris d'enfants dans la maison. Et donc c'est notre connexion à la maison. Elle est assez spéciale. Et on a énormément de lumière, on fait face à l'est, face aux Rocheuses, et voilà, c'est tout simplement magique, le cadre est magique. Ça c'est un matin de brouillard sur Pierce Island. On peut entendre les ferries, les cornes de brume, toutes les minutes à peu près. Ça va être l'aventure pour traverser ce matin pour aller à l'école. Si je tournais mon écran là, vous feriez face au parc national des îles Gulf. Il y a des orques qui y passent, des phoques tous les jours. Voilà, je peux être sur un zoom en train de travailler et voilà, il y a un groupe d'orques qui vont me passer devant ma fenêtre. C'est assez spécial. La nature est tout simplement fantastique et j'ai la possibilité de faire grandir mes enfants dans un endroit qui est sans stress, avec énormément d'opportunités, de possibilités d'être en contact avec la nature, mais aussi simplement d'être un jeu des Canucks. Voilà, en 1h30, on est à Vancouver et on vit dans la grande ville. Donc l'endroit est tout simplement fantastique. Donc on s'est dit, et voilà, est-ce qu'on pousse un peu plus ? Et voilà, on vit dans notre cabane, comme vous pouvez voir derrière moi, cabane au Canada. Et c'est notre aventure actuellement.
Ça, c'était avant le Covid, j'ai envie de le dire. Bon, on est loin de notre famille, on est quand même à 9 heures de décalage horaire, 10 heures d'avion. Mais à l'époque, la façon dont on avait la possibilité de rentrer tout simplement en France rapidement, moi, que ce soit pour le travail ou pour mes fonctions au sein de la Fédération internationale, j'étais régulièrement en Europe. Donc, c'était normal pour moi presque d'être sur un week-end en train de voir une compétition d'aviron, prendre un café à Toulouse avec mes potes et puis de rentrer, quoi. Et ça, c'était en 72 heures, j'avais fait un aller-retour, quoi. Et ça, c'était avant, voilà. Donc j'avais toujours l'impression d'être connecté quand même à ma vie d'avant, à ma famille, à mes racines. Le Covid me fait poser beaucoup de questions par rapport à ça, parce que ma famille, mes enfants grandissent loin des grands-parents. On n'a toujours pas été capable de pouvoir rentrer depuis 2019. Ça fait long, quoi. Quand on a un enfant de 3 ans qui connaît presque pas, voilà, on rate tout ça. Moi, je rate des moments clés dans ma famille aussi, que ce soit mes frères et sœurs qui se marient, qui ont des enfants. Donc se pose beaucoup de questions et se rendre compte que c'est bien de vivre en expat à l'autre bout du monde. Alors j'ai expat, moi je suis aussi canadien, donc je sais pas si je me considère expatrié, mais je me considère expatrié dans le sens où ma famille et mes racines sont pas forcément ici. Donc on les crée, on s'est vraiment ancré ici sur notre petite île au milieu du Pacifique, mais c'est sûr que l'avenir nous dira où on est. Et la chose que je me dis toujours, c'est que l'aventure, elle continue toujours, quoi. Ça peut être, moi, les gens ils me disent, t'as acheté une maison, ça y est, t'es posé au Canada. Oui, enfin, la maison, ça se vend et les bagages, ça se refait et on peut repartir demain, quoi. Enfin, moi, et peut-être que ce sera pas en France, peut-être que ce sera ailleurs, quoi. Non, mais c'est une très bonne question. Je pense que c'est une question que toute personne qui vit à l'étranger ou qui fait grandir une famille à l'étranger peut se poser. Tu vois, c'est sûr que des fois je me pose la question, je me dis qu'est-ce qu'on fait avec nos enfants là. Je les entends parler les 3 langues, s'ils parlent presque aucune correctement. Alors je dis ça en rigolant, mais c'est un mélange. Ils sont petits, mais c'est un mélange de langues au quotidien. C'est un mélange de culture, c'est-à-dire que il y a Noël, mais aussi il y a Saint-Nicolas, il y a le 14 juillet autant qu'il y a le 1er juillet. Enfin c'est un peu un mélange au quotidien. Donc est-ce qu'ils seront chez eux quelque part? C'est ça la question que je me pose. Tu vois, des fois je me dis est-ce qu'ils seront et en fait je me rends compte que quand tu es quelque part, tu t'implantes quelque part et ils ont leurs amis ici, finalement ils créent leurs racines ici de la même façon que j'ai créé mes racines en France. Après ce que j'ai envie de leur apporter, c'est je parle de la notion d'aventure, mais c'est la notion de se dire on peut bouger, on est ouvert et il y a d'autres choses qui existent, quoi. Il n'y a pas que l'île de Vancouver, la Colombie-Britannique et mon petit monde à moi. Non, il y a un autre monde ailleurs. Il y a des grands-parents de l'autre côté qui ont des choses à t'apporter, une culture très riche en Europe, en France. Enfin voilà, on parle des chevaliers, on parle des châteaux, on parle de tout ça parce que moi ça fait grandir, ça m'a fait grandir ça fait grandir un imaginaire et ça leur fait grandir un imaginaire aussi et ça c'est hyper important. Donc moi je leur apporte ce que je peux avec ce que j'ai appris, de ce que j'ai à amener. Ils ont ici encore une fois ils sont exposés à un environnement. Voilà, mes enfants ils grandissent, les gens prennent la voiture pour aller à l'école, ils prennent le bateau le matin, quoi. Ils prennent le bateau, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il grêle, qu'il y ait la tempête, pas la tempête. On apprend les règles, voilà, ils apprennent à vivre ils ont appris à marcher dans des vagues, donc ils sont pas, je pense qu'ils auront jamais le mal de mer et c'est ça qui est fantastique. Maintenant, je pense que le plus on stresse avec ça, le moins on fait avancer le problème, quoi. Si le Covid m'a amené quelque chose ici, finalement, c'est juste de se poser les questions, c'est pas de stresser par rapport à la question, c'est de se dire la raison elle est toujours valide, de se dire ou le postulat de départ est toujours valide. Je peux toujours pacter mes sacs et rentrer quelque part où je veux. Voilà. Maintenant, c'est pas facile de prendre un avion. Je pense qu'on avait la possibilité de monter dans un avion et en 9 heures ou 10 heures d'être de l'autre côté à prendre un café à Paris. Et c'était comme ça que je le prenais. Maintenant, c'est pas forcément comme ça. Et puis ça pose aussi pas mal de questions. Enfin, moi je vais le dire, peut-être c'est très philosophique ici, mais tu vois, là dernièrement on a eu la rivière atmosphérique ici avec les inondations. On a eu le dôme de chaleur avec les 50 degrés. Le réchauffement climatique, c'est une réalité. Moi, je me dis que peut-être, est-ce que c'est la bonne solution que de se dire qu'on peut sauter dans un avion et aller à l'autre bout du monde comme ça? Est-ce que c'est pas contre-productif que de se dire que je vis dans un bel environnement comme ça et qu'en final, je suis juste je contribue juste à le faire, à faire qu'il se détériore, quoi. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'avec les enfants ici, on apprend beaucoup sur la nature, on apprend beaucoup à vivre avec la nature. Quand on peut pas le travail parce que la nature, elle prend ses droits. On vit avec la nature, quoi. Et donc peut-être qu'on se posera d'autres questions, je sais pas encore. On est constamment en réflexion.
Julien l'a mentionné, il travaille de la maison, comme de nombreux humains finalement de nos jours. Ingénieur chef de projet le jour, il s'est également lancé dans l'entrepreneuriat il y a un peu plus de 2 ans et a monté une entreprise qui s'appelle West Coast Rowing Adventures. Alors ça c'est une autre partie de l'aviron. Pour ceux qui connaissent pas l'aviron, il y a l'aviron qu'on voit aux Jeux Olympiques. En gros c'est j'ai envie de dire la Ferrari de l'aviron, où les bateaux sont très chers, vont très vite, et l'objectif c'est d'aller le plus vite sur 2 km. Et puis il y a une autre partie de l'aviron qui est, moi j'appellerais ça le VTT de l'aviron, c'est l'aviron de mer en fait. L'aviron de mer, c'est des bateaux qui sont faits pour aller dans des conditions beaucoup plus chaotiques, dans les vagues. Et en 2018, on a organisé les championnats du monde d'aviron de mer à Victoria. Donc j'étais président de régate et directeur de régate. Donc aidé à organiser ça. C'est très connu. Enfin, ça s'est développé à l'origine en France en fait et en Grande-Bretagne. Donc c'est cette partie-là du sport. Et à la fin des championnats du monde, on avait amené les 4 containers de bateaux qu'on a revendus sur place. Et donc j'ai acheté certains des bateaux en fait. Et en achetant certains des bateaux, ces bateaux-là, c'est simplement très pratique pour la pratique aussi de gens qui ne sont pas forcément à l'aise dans des bateaux plus instables. Pour apprendre, c'est pratique. Ou simplement dans les conditions calmes, parce que ces bateaux-là sont hyper sûrs. Ils se vident automatiquement. Il y a un système ils sont ouverts en fait à l'arrière. Donc s'il y a une vague qui rentre dedans, l'eau se vide. Donc tu peux pas couler, tu peux pas te retourner. Donc c'est pratique et très sûr. Donc en fait d'une partie j'ai envie de dire business, entrepreneuriat, on s'est dit pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas ces bateaux. Et puis vu l'environnement dans lequel on vit, on a notre rampe, si on a des bateaux, on peut tout simplement organiser des tours d'aviron en fait, emmener les gens ramer, faire du camping dans le parc national. Il y a des hôtels, donc en fait c'est de faire de l'écotourisme en fait, en utilisant l'aviron de mer. Alors je vais être très franc ici, j'aurais aimé que ce soit le nouveau Facebook. On a lancé ça en 2019. On a fait une première année qui était correcte pour un lancement, et puis le Covid est arrivé sur nous, a tout simplement limité les voyages. Notre clientèle est souvent c'est le tourisme en fait. Voilà, c'est les touristes qui ont envie de découvrir des rameurs qui sont en France, à Hong Kong, en Australie ou je sais pas quoi, qui ont envie de se dire tiens je vais passer 3 jours dans mon séjour de 15 jours et puis aller découvrir le parc national avec le sport que j'aime faire quoi. C'est un peu moins la clientèle locale. Donc voilà, actuellement on se relance cette année, on a des tours qui sont prévus, on espère pouvoir les faire, et puis on prend ça comme ça vient. Je sais pas vous, mais moi je trouve quand même que Julien Bain est particulièrement bon ambassadeur de son coin, de Pearce Island et du coin de Vancouver Island. Vous me connaissez, j'ai quand même eu envie de creuser un petit peu, de poser mes questions rituelles et de fermer les yeux et de lui demander de m'y transporter. Moi, si les gens viennent ici, moi ce qui me particulièrement, et ça change beaucoup par rapport à la France, c'est-à-dire que quand on dit l'odeur de l'océan, ici il y a quelque chose de très particulier, c'est que c'est des forêts humides, énormément de forêts au bord de l'océan. Et moi j'ai découvert, on parlait à l'instant de la maison en rondin, mais j'ai découvert le bois, j'ai découvert les essences de bois. Et les odeurs ici, les odeurs du bois sont vraiment particulières. Enfin c'est pas celle de France, c'est pas celle d'Europe. Il y a ici l'odeur du cèdre. Et il y a différents types de pins ici. Voilà, je suis capable de. Aujourd'hui je découvre un bois, je peux sentir quel bois c'est juste en fermant les yeux, juste à l'odeur. Et ça, ces odeurs-là, et j'adore travailler le bois maintenant. Et voilà, c'est pas la même chose de travailler un cèdre que de travailler un pin Douglas, voilà, c'est pas les mêmes odeurs. Et c'est quelque chose, je vous conseille d'aller, si vous venez sur l'île de Vancouver, allez vous balader dans les forêts, notamment il y a des forêts les vieilles forêts anciennes là, ça s'appelle Cathedral Grove, où il y a des arbres qui sont les arbres géants, et allez vous balader dedans et juste sentez, fermez les yeux et sentez autour de vous, c'est assez particulier. Et est-ce qu'il y a une spécialité, je sais pas, sur Vancouver Island, à Victoria, un truc à goûter absolument ? Quelque chose à goûter absolument. Alors, ça va être mon côté chauvin français. Je pense pas que la cuisine ici soit le point fort du Canada. Ceci dit, si on relie ça à la mer, tout ce qui est produit de la mer ici, c'est frais, ça vient d'ici. Moi, je vous conseille
le crabe d'ici, c'est pas les mêmes crabes qu'en France, encore une fois. Le crabe, le thon. Alors c'est pas canadien pour dire en tant que tel, mais si vous voulez goûter du japonais ici, il y a un certain lien avec l'Asie, juste en étant du côté Pacifique. Les Japonais, manger un bon sushi ici, c'est voilà, ça vaut le détour parce que c'est fait avec les produits de la mer d'ici. Tout ce qui est produit de la mer, vous pouvez y aller les yeux fermés, ça vaut le détour. Une autre question que j'affectionne tout particulièrement, c'est de demander en fait à mes invités, avec le recul, avec ce qu'ils ont appris au cours de leur expatriation, au cours de leur vie, au cours de leur carrière, quels seraient les conseils qu'il ou elle prendrait le temps de se chuchoter à l'oreille, ou les petites phrases qui pourraient sonner pour s'encourager il y a 5, 10, 15, 20 ans. En ce qui concerne Julien, c'est déjà il y a 20 ans qu'il a rejoigné l'équipe de France. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il s'en est passé des choses depuis. Toujours une question un peu difficile celle-là, parce que je me dis toujours, si je devais le refaire, je pense que je referais pareil. C'est bon signe. Bah oui, c'est bon signe, mais j'ai vraiment un process quand je regarde les choses, j'essaie toujours de me dire, quand j'ai une décision à prendre, j'essaie toujours d'avancer en me disant je veux pas avoir de regrets. C'est-à-dire qu'un choix, c'est toujours un renoncement, on aime bien dire ça, mais souvent quand on dit on renonce, c'est qu'on a des regrets d'avoir renoncé. En fait, c'est pas du tout comme ça. Je me dis, est-ce que je devrais le refaire pareil ? Je le referais pareil, exactement, quoi. Et alors oui, on se ferme des portes et on fait pas d'autres choses en France que je pourrais faire ici ou vice-versa, mais j'ai pas de regrets. Alors après, se donner des conseils en se disant est-ce que tu pourrais faire mieux ? On peut toujours faire mieux. Il y a toujours des choses que j'ai peut-être pas fait super bien. Et oui, c'est dommage que je les ai peut-être pas fait aussi bien que j'aurais voulu, mais j'ai appris par ça, quoi. J'ai appris dans mes échecs, ou j'ai appris dans mes erreurs, ou de pas avoir réussi à Londres. Oui, j'aurais pu faire les choses différemment à Londres. Et je le sais. Je sais qu'il y a certaines choses qu'avant, où tu parlais de mon image en 8x4 sur les murs de l'UTC, et d'ailleurs qui est toujours apparemment j'ai souvent des étudiants qui m'envoient, qui est toujours dans la halle des sports. Ils font les examens en face de ma tête en grand. C'est quand même assez spécial. Donc merci, petit coucou aux UTC1 là, qui font leurs examens face à ma tête. Mais du coup, tu te dis, ça a été, j'avais 22 ans, finalement arrogant, avec l'envie de réussir, pas forcément en se disant, tiens, je vais profiter de ce que j'ai maintenant. C'était directement, je vais être médaillé d'or à Londres, et j'ai tout fait en place. Est-ce que j'ai des regrets ? Non, parce que je pense que si je devais le refaire, je le ferais de la même chose. Si j'avais réussi à Londres, j'aurais pas traversé l'océan. Si j'avais pas traversé l'océan, je serais pas au Canada aujourd'hui. J'aurais peut-être pas mes enfants, j'aurais peut-être pas ça, j'aurais peut-être pas ça. Donc je progresse pas ou j'avance pas en me disant tiens je vais avoir des regrets parce que j'aurais pu faire mieux. Je me dis juste non, j'ai appris, et qu'aujourd'hui qui je suis c'est en relation avec ce que j'étais avant. Et donc le seul conseil, c'est non, refais, vis-le à fond, fais-toi confiance. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que je pense que quand j'étais en 2002-2003, est-ce que je pensais que je me retrouverais ici aujourd'hui dans cette situation-là ? Absolument pas. Donc en fait, je me donnerais même pas le conseil de me dire va là-bas, parce que je pense que ça m'aurait pas mené ici. Donc où est-ce que je vais être dans 5, 10 ans ? Je sais pas, on se reparle dans 10 ans, on voit où je suis, ça se trouve, je sais pas, je serai en Nouvelle-Zélande, ou à Hong Kong, ou en Afrique du Sud, j'en sais rien, ou en France, retour en France et vivre une autre aventure. Donc mais écoute, on se reparlera. Exactement, quand tu veux. Dernière question en fait là-dessus, on a discuté un petit peu du rapport que tu entretenais avec le Canada en grandissant, et du coup maintenant quel est ton rapport avec la France ? Est-ce que tu te considères, tu l'as évoqué un peu à demi-mot, français au Canada ? Comment est-ce que tu t'identifies ? Comment est-ce que tu vis ta relation par rapport à ton deuxième pays ? Bah écoute, ça c'est une très bonne question, et puis peut-être que alors avant de parler de moi, je parlerai peut-être des autres. Toujours intéressant de parler avec des gens qui reviennent. J'ai plein de copains ou copines qui sont partis vivre quelques temps au Canada, aux États-Unis ou ailleurs. Et finalement, après, tu te rends compte que t'es plus jamais chez toi, ou que tu ailles, en fait. Parce que quand tu t'ouvres d'autres portes comme ça, tu reviens en France, et puis c'était oui, mais au Canada, on faisait ça, ou il y a un peu certain mal-être, ou un mal, je sais pas si c'est un mal-être, ou un mal de mer, ou un mal du pays d'avant, parce qu'on a découvert autre chose, quoi. Et quand on est au Canada, alors je prends l'exemple du Canada, après on se dit, ouais, mais ça, quand même, le fromage, ou le bon vin, ou ça, ou la culture, bref, on n'a pas ça, vous savez, et donc en fait, t'es toujours en train de te comparer à ce que t'as pas. Donc des fois, l'ignorance, des fois, presque des fois, c'est mieux. Alors je sais pas si c'est mieux, mais on peut se rendre compte que on n'est jamais vraiment chez soi, en fait, quand on part ailleurs. Et donc, si je reviens sur moi-même, effectivement, quand j'étais en France, j'avais toujours l'impression de ne pas avoir complété ma
ma personnalité en ayant vécu cette autre nationalité qui fait partie de moi en ayant grandi avec une mère canadienne. Et donc aujourd'hui, je sais qu'au quotidien, je suis pas pleinement canadien parce que j'ai pas grandi avec la même culture. Là, c'est des détails. À la pop culture, c'est dramatique pour ça. La pop culture, exactement, la pop culture, ou même tout simplement les détails, les détails culturels, les séries télé des années 90, ou les choses que moi j'ai pas vécues, j'ai pas grandi avec, et donc quand les blagues, on les comprend pas de la même façon, ou le sarcasme qui peut arriver dans certaines, on le prend pas de la même façon. Même si je parle très bien l'anglais, je parle quand même avec un accent, donc je suis jamais. Les gens de suite, ils disent, tu viens d'où ? Pas d'ici, voilà. Et puis quand tu es en France, tu te rends compte aujourd'hui, la France me manque. Oui, la France me manque. Oui, des fois je me dis, j'aimerais bien être en France. Et puis quand je rentre en France, je me dis, je m'identifie pas à certaines choses en fait. Je me dis, mais attends, je peux pas mettre mes enfants, je me vois pas mettre mes enfants ici. Ou si c'est le cas, je me dis, je peux pas. Si on est quand même bien chez nous là-bas, il y a quand même ça c'est quand même spécial. Enfin, donc en fait, on aimerait bien. Enfin, si dans un monde idéal, je prendrais un peu de tout et puis je me ferais mon propre monde ici, quoi. C'est pas possible. Donc l'objectif, c'est juste de vivre avec. Enfin, moi, je me dis, voilà, je prends ce qu'il y a à prendre là où on est, et puis je prends les remarques comme elles sont. Je reste le Français qui vit au Canada pour certains, et puis je suis le Canadien qui a vécu en France à un moment donné pour d'autres. En tout cas, moi, je trouve que c'est plus une richesse qu'un handicap, mais c'est comme ça que je le prends. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un aussi bon moment que moi. Je tiens à adresser un merci tout particulier à Julien Parrain pour ce moment très chouette qu'on a passé ensemble et pour la générosité de son partage. Et bien entendu, un merci tout particulier à vous qui nous avez écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Et si vous nous écoutez sur Apple Podcast ou Spotify, à nous donner 5 petites étoiles, ça nous donne énormément d'énergie pour continuer à vous livrer de beaux épisodes, et puis tout simplement ça nous aide à faire découvrir ce travail à de nouveaux auditeurs. Bon, et du coup, la semaine prochaine, on part où ? Je vous propose qu'on écoute quelques indices. Et c'était Mr. Rogers, je crois, à la télévision américaine, qui disait que même dans les pires moments, même dans les pires crises, look for the helpers, cherchez ceux qui aident, c'est d'eux dont on a besoin. Que chacun, à l'échelle de ses moyens, essaie de faire quelque chose pour aider ce peuple parce qu'ils en ont besoin. Allez, je vous laisse tranquille, je vous souhaite une très très belle fin de journée, une belle semaine et je vous dis à mardi prochain pour une nouvelle histoire.